Le cercle RH avec nos experts, les experts de Smart Job, c'est toutes les semaines, chaque vendredi, pour balayer l'actualité. Alors, un mot évidemment, et je vous présente mes invités parce que l'actualité est autour des questions internationales et des enjeux économiques. Évidemment, Jean-Michel Garrigue est avec moi, directeur associé en charge des ressources humaines de BLB Associés. Bonjour Jean-Michel. Stéphane Marchand est à vos côtés, rédacteur en chef du magazine Pour l'Écho, avec la couve en exclusivité, on est très heureux. La couve de Pour l'Écho, économiste contre politique, qui va gagner le match? C'est vrai qu'il y a un vrai sujet. D'ailleurs, on le verra dans la troisième partie d'émission où les candidats font des propositions un peu orthogonales qui sont un peu troublantes. Et puis avec nous, André Coupé, le retour. Ravi de vous accueillir. Consultant en stratégie d'entreprise. Vous êtes vice-président d'Entreprise et Progrès et l'auteur d'un livre très remarqué que vous nous aviez donné. Rappelez-nous le titre. Vers une entreprise progressiste. Exactement, avec des exemples très concrets d'entreprises qui sont parties canadiennes et françaises. Canadiennes et françaises, avec la raison d'être et un engagement environnemental. Un mot chacun rapide. Cette crise ukrainienne, qui n'est plus une crise, puisque le président Macron hier a parlé d'une guerre que livrait Vladimir Poutine à l'Ukraine, inquiétante. Jean-Michel Garrigue, vous avez contact avec beaucoup de décideurs, de chefs d'entreprise du CAC 40. Il y a une fébrilité à l'idée que nous entrions aussi dans la guerre alors que nous n'y sommes pas encore. Je déjeunais ce midi avec le DRH d'un grand groupe coté, d'un très grand groupe coté, et qui me disait on pensait enfin être sorti des vicissitudes économiques liées à la pandémie, et tout de suite, même si le niveau de gravité n'est pas forcément le même, évidemment, tout de suite, il faut se préoccuper à nouveau des incidences économiques d'un conflit qui fait que l'économie ne peut pas s'écrouler à l'Est, comme on l'a vu, le rouble qui perd 15%, les monnaies, les bourses en détresse, etc. Et puis à l'inverse, des bourses ici qui sont toujours florissantes, un prix de l'essence au plus haut, etc. Ça crée encore davantage une bulle qui forcément, à un moment donné, risque d'exploser. Vous en pensez quoi, Stéphane Marchand? Je ne sais pas si c'est la couve que vous imaginez pour avril, mais ces incidences internationales, cette guerre qui est à notre porte, qui est en Europe, du jamais vu depuis 1945, est-ce que ça suscite chez vous une réflexion éditoriale de vous dire il faut qu'on réussisse aussi à en parler d'une certaine manière? Alors ces jours-ci, on a beaucoup parlé sur le site internet de Pour l'Écho de la tension entre la Russie et l'Ukraine. Notamment, par exemple, on a fait un article assez long sur le blé. La Russie est un géant du blé. Elle est devenue un géant du blé en 15 ans, après avoir été complètement ruinée sur le plan agricole. Et l'Ukraine est un autre géant du blé. On peut imaginer ce que feraient deux géants du blé très alignés à la manière dont ils pourraient peser sur le marché mondial de l'alimentation. Les Russes ont la main sur Chicago. Enfin, ils ont la main sur le marché de Chicago, le marché du blé. Et puis, évidemment, il y a le pétrole, il y a le gaz. Et puis, pour ce qui me concerne personnellement, j'avoue que ma première réaction aujourd'hui, c'est de me dire... Stéphane, tu as été naïf, en fait. Moi, je ne m'attendais pas à une attaque complète, radicale, aussi violente, qui va amener l'armée russe aux frontières de l'Union européenne. Et en Europe. Donc, je pense immédiatement aux gens, à mes équivalents dans les pays de l'Est, qui doivent être dans un état de tension et d'inquiétude 1000 fois comme celui que l'on ressent à Paris. Je trouve qu'on a été collectivement naïfs, effectivement, avec les manœuvres militaires aux frontières qui devaient se dissiper assez rapidement. André Coupé, parce qu'il y a le Québec, évidemment, le Québec et la France, c'est vos pays de cœur, votre pays. Comment vous le regardez? Comment vous regardez cette situation? Est-ce que ça déstabilise notre économie, outre-Atlantique d'ailleurs? Oui, déstabiliser, mais pour le moment, il n'y avait jusqu'à ce matin qu'une inquiétude citoyenne, je dirais. Que va-t-il arriver dans ce monde? Est-ce qu'on refait comme la guerre des Balkans? Moi, personnellement, je disais, on ne peut pas imaginer en 1995 ce qu'on a vécu. Sarajevo. Et là, 25 ans après, on recommence une autre fois, après 1945. On pensait que c'était terminé. Mais voilà. Ouais, donc, c'est une inquiétude citoyenne. On n'a pas encore vu des entreprises inquiètes dans mes amis d'Entreprise et Progrès. C'est trop tôt. Probablement, c'est trop tôt. Mais des membres comme la BNP ou très engagés d'ailleurs, Orange, qui vont certainement réfléchir. La France est un gros investisseur en Russie. Le deuxième investisseur, je me suis laissé dire. Oui. Et par conséquent, énormément d'entreprises françaises vont probablement être très impactées. Oui. Évidemment, et l'Allemagne aussi est inquiète parce que l'Allemagne fait un gros business avec l'Ukraine et avec la Russie. Et puis l'arrêt du projet du gazoduc. Qui était pourtant un projet essentiel pour l'Allemagne. Essentiel pour qu'ils arrêtent le charbon. Voilà. Et ils ont arrêté le nucléaire. Ils arrêtent le charbon, ils reposaient tous leurs espoirs sur le gazoduc. C'est eux-mêmes qui ont décidé, par mesure de représailles, d'arrêter
Mais il se tire une balle dans le pied. Hein. Plus que dans le pied. Oui, enfin d'ailleurs, il est possible que sur cette question-là, ils reviennent sur cette décision, parce que c'est très engageant. Premier thème, c'est l'emploi. Et en même temps, c'est très lié finalement avec le début de débat que l'on a. On va écouter Elisabeth Borne. Elle était sur notre plateau il y a quelques semaines. La question lui était posée de savoir si on était déjà entré dans le plein emploi, parce qu'au-delà de ces bruits de bottes en Europe, les chiffres et la baisse du chômage est nette et claire. Le chômage baisse régulièrement. Écoutez ce qu'elle nous disait sur la notion de plein emploi, et j'aimerais vous entendre juste après. L'objectif pour vous, Madame la Ministre, c'est quoi? C'est le plein emploi? Parce qu'on en parle beaucoup. Le Monde a titré il y a 15 jours cette question sur le plein emploi. C'était possible? Est-ce que ça vous semble possible dans le délai qu'il nous reste avant le premier tour de l'élection présidentielle? Peut-être pas dans les mois qui viennent, vous voyez, mais je pense qu'on ne peut pas non plus être dans un pays... Vous êtes sur le chemin? Je pense qu'il faut se donner l'objectif du plein emploi. Je ne vois pas pourquoi la France se satisferait de ne pas avoir vaincu le chômage de masse alors que d'autres autour de nous le font. Je pense qu'on peut se dire que dans cette crise, on a rebondi d'une façon qu'on n'imaginait pas. On a montré qu'on était capable de protéger nos entreprises, de protéger nos emplois, d'avoir une des croissances les plus fortes de la zone euro. J'ai jamais vu. On veut continuer à avoir une croissance riche en emplois et on doit se donner l'objectif de permettre à chacun d'accéder à l'emploi. 5% et demi de demandeurs d'emploi, c'est ça l'objectif final? C'est compliqué à évaluer en France, mais vous voyez, on a des départements qui sont à ces niveaux-là et je pense que c'est l'objectif qu'on doit avoir sur tout le Vendée, Mayenne, Côte d'Or, Côte d'Or, et quelques autres. Les Savoie, les 2 départements de Savoie. Ça, c'est votre objectif. Je pense qu'effectivement, permettre à chacun d'accéder à l'autonomie par le travail, ça me semble fondamental. Stéphane Marchand, je me tourne vers vous parce que votre couve, elle renvoie aussi à ce débat les politiques contre les économistes ou les économistes contre les politiques. C'est une question qu'on est en mesure et en droit de se poser, là, dans ce contexte présidentiel, parce que ce serait un levier même politique si d'aventure Emmanuel Macron se déclarait. On va vers le plein emploi ou pas? On y est déjà? C'est quoi exactement? Alors, le plein emploi, c'est quand même un peu un slogan. C'est-à-dire que, de même que le taux de chômage est un taux que l'on brandit politiquement constamment, c'est vrai que le taux de chômage baisse en France. On est très loin du plein emploi. On est très très loin d'avoir vaincu le chômage de masse. Si on commence non pas à s'occuper du taux d'emploi qui est en rapport avec la population active, mais du taux de chômage qui est en rapport avec la population active, mais qu'on s'occupe du taux d'emploi qui est en rapport avec la population en âge de travailler, il n'est pas très très bon. Non. Surtout dans 2 catégories très victimes dans notre système, les jeunes et les seniors. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il reste à peu près 6 millions de personnes qui sont inscrites à Pôle emploi. 5,8... Et je ne suis pas en train de vous dire qu'il y a 6 millions de chômeurs, pas du tout. Ce que je veux vous dire, c'est qu'on a d'un côté un taux de chômage qui s'améliore, de l'autre, on a une énorme poche de gens qui ne trouvent pas de travail et énormément d'entreprises qui essaient à recruter et qui n'arrivent pas à recruter. Donc j'en viens à ma conclusion. Le problème de la France qui n'est absolument pas réglé et qui n'est même pas commencé d'être réglé, c'est le problème des compétences. On a un épouvantable problème de compétences. Et la compétence, ça n'est pas uniquement l'éducation. Vous avez à tous les niveaux d'éducation, pour les éducations faibles comme pour les éducations de très haut niveau, un gros problème de compétences. Le classement SIAC de l'OCDE est à cet égard d'une sévérité épouvantable. Même nos CEO, même nos PDG manque de compétences. Quand on les teste, quand on les benchmark, ils sont plus faibles. Les compétences, ce sont des savoir-faire transférables. Ouais. C'est pas uniquement intellectuellement de savoir... André Coupet, ok, slogan, parce que c'est vrai que c'est des slogans aussi de campagne présidentielle. On va atteindre le plein emploi. Il y a, évidemment, chacun fait de la politique. Mais sur cette question-là de la compétence et de l'emploi, on est loin du plein emploi, avec 5,8 millions de demandeurs d'emploi, toutes catégories confondues. On a des problèmes de fond structurels, parce que, félicitons-nous de la conjoncture qui est positive, parce qu'on est en sortie de crise Covid. Espérons que ça dure, je m'autorise à revenir... Avec 7% de croissance, c'est bien normal qu'il y ait une ponction sur le chômage. Tout à fait logique. Mais je veux dire, si on retombe à 2 ou à 1% de croissance, je veux dire, là, on va oublier l'aspect conjoncturel et on va retrouver nos problèmes structurels. Donc, chez Entreprises et Programmes, on faisait justement ce point sur les compétences, l'offre et la demande de compétences, mais on a d'autres problèmes structurels fondamentaux. Je veux dire, le digital et l'intelligence artificielle vont continuer de produire leurs effets sur un certain nombre d'emplois. La bipolarisation des emplois va se poursuivre avec de moins en moins d'emplois dans le secteur industriel, mais de plus en plus sophistiqués, robotisés, etc., très payants, avec d'un côté, à l'autre bout de l'échelle, par contre, beaucoup d'emplois de services. Mal rémunérés ?
qui s'occupent de la logistique à bicyclette ou qui vont s'occuper des EHPAD. On a ça. Et après, toute la révolution, la transition écologique ne va pas forcément bien se faire. Je veux dire, il ne faut pas croire que en changeant d'énergie que dans l'électrique, par exemple, fabriquer des voitures électriques, ça prend beaucoup moins de monde qu'utiliser des voitures fabriquées par... Je suis d'accord parce qu'on ne l'entend pas souvent ça. C'est vrai que les chaînes de montage Renault, on va transférer une partie de ses salariés, et de nouveau d'ailleurs sur les chaînes du Nord, puisque les usines sont en construction, il y aura moins de salariés sur les sites de fabrication, on est d'accord. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a un nombre de collaborateurs qu'il faut replacer, recycler, reventiler. Par ailleurs, Stellantis offre 4 000 € de prime, vous avez vu après ses résultats excellents, 4 000 € de prime à l'ensemble des salariés. Enfin, c'est quand même... Actuellement, ça crée... Intéressant. On a une pression actuellement pour donner un peu aux salariés qui sont défavorisés par le fait qu'ils n'ont pas eu de croissance de pouvoir d'achat significative. On a 1,6% sur la durée du quinquennat. Et une inflation de 8. Avec aux extrémités les plus favorables ont eu plus, etc. C'est très faible. Donc on parle de répartition de revenus avec cette histoire de dividendes. On a douché le concept de plein emploi. Bon, qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Michel Garrigue, sur... Parce que, encore une fois, je vous ramène à vos activités, à votre cœur de métier. C'est des décideurs, c'est des RH que vous rencontrez. Ils témoignent de cette difficulté à trouver, c'est pas le mouton à 5 pattes, mais à trouver le collaborateur qui ait les compétences. Parce que c'est ce qu'on entend des décideurs. Que ce soit en PME, ils vous disent, j'ai essayé de recruter des soudeurs, mais il n'a pas la compétence. J'ai essayé de recruter une comptable, mais elle n'avait pas les logiciels. Enfin, et pour l'ensemble des métiers. Vous savez, au royaume des aveugles, les borgnes sont toujours rois. Il y a un écart absolument structurel qui se creuse de plus en plus entre ce que l'on entend et ce que l'on voit. Les entreprises sont en pleine croissance. Stellantis a fait, j'ai entendu 18 milliards de résultats, d'excellents résultats, ce qui est quand même absolument considérable. À peine un an après la fusion entre PSA et Fiat Chrysler. Ils n'imaginaient pas, enfin même eux n'avaient pas imaginé cela. Donc ça va très bien. D'un autre côté, le pouvoir d'achat des plus faibles est en déliquescence totale. En venant ici tout à l'heure, je passais près d'une station-service où je voyais que l'essence dépassait les 2 € le litre. À Paris, c'est plus de 2 €. Dans la quasi-totalité des carburants proposés, ce qui va poser des difficultés de plus en plus importantes aux ménages qui n'ont en région, qui ont des petits salaires, qui ont un pouvoir d'achat qui se calcule euro après euro. Et je ne parle pas du gaz qui risque cette fois-ci de reprendre encore 20% après la crise ukrainienne. Donc, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure sur le marché de l'emploi. Bien entendu, sur les cadres, le taux d'emploi est important. Ça, c'est tout à fait sûr. Mais de notre côté, il y a des dizaines de métiers dans lesquels les entreprises... Le DRH avec lequel je déjeunais à midi d'un groupe de 85 000 collaborateurs me disait, j'ai des milliers d'emplois que je n'arrive pas à pourvoir, ne serait-ce qu'en conducteur de camion pour livrer les produits du groupe, rien qu'en France, il me manque 250 conducteurs. Enfin, vous n'avez peut-être pas l'explication, mais certains évoquent, puisque les négociations sont en cours dans les transports, des conditions de travail difficiles, des salaires trop bas, et des salariés qui, et on le voit, c'est l'évolution, réclament un équilibre vie privée, vie perso. Et c'est vrai que les transporteurs, c'est un métier, on est sur la route, on bosse le week-end, enfin, c'est difficile ça quand même. Sans parler de la grande démission, il me disait ce midi que des chauffeurs chez lui, puisqu'on parle de ce métier-là, disaient, mais pour ce que je gagne... Franchement, j'ai quelques économies, je démissionne, je n'ai pas d'autre travail, soyons clairs. Je vais passer un peu de temps à réfléchir ce que j'ai envie de faire. Profitez de moi aussi un peu. Profitez de moi, etc. Voilà. Et il démissionne, ne cherchant même pas à provoquer un conflit. Parce que le marché est très porteur, d'ailleurs. Enfin, ils se disent, après tout, ils pourront retrouver... Oui, mais le marché de la rémunération d'un conducteur de poids lourd est à peu près le même, je pense, quelles que soient les activités. À peu près, Il pourra peut-être retrouver 200 ou 250 € de plus par mois dans une autre entreprise. Mais voilà, on en est là. Les entreprises sont de plus en plus désarmées devant cette différence de plus en plus marquée entre l'offre et la demande. Alors, contrat engagement jeune, parce que le temps file très vite et vous êtes passionnant, donc j'aimerais pas qu'on néglige ce sujet. Vous voyez le fil rouge de l'émission, puisqu'on parle d'emploi et de plein emploi, mais au même moment, 1er mars, ça sera les premières signatures des premières centaines de contrats d'engagement jeunes. Alors, il y a eu un débat politique, c'est un RSA.
c'est 15 à 20 heures de formation par semaine, Pôle emploi, mission locale, et on va chercher les plus éloignés de l'emploi, les NEET, pour leur remettre le pied à l'étrier sur cette formation qui pourra durer jusqu'à 8 mois pour les réinsérer sur des formations concrètes. Qu'est-ce que vous en pensez, Stéphane? Ça arrive trop tard? Parce que l'initiative en soi, elle n'est pas inintéressante. C'est-à-dire aller chercher plus de 400 000 jeunes, puisque l'objectif c'est 400 000, mais ça peut être plus, d'aller chercher ces jeunes qui tiennent les murs, comme on dit, c'est pas mal, non? Alors, moi, je trouve que pour une décision de cette nature, pour un système de cette nature, se poser la question de l'efficacité et de pas très bon goût. Il ne s'agit pas de savoir si c'est efficace, c'est un devoir. Ces jeunes sont complètement à l'écart du système, ils sont à l'écart des radars, ils sont nulle part. Nulle part. Il s'agit de les remettre sur la route avant de savoir si sur cette route ils pourront faire quelque chose. C'est une autre affaire, ça. Ça sera un autre service. Déjà aller sur la route, ouais. Mais il faut qu'ils se retrouvent sur la route. Ouais, et par conséquent, peu importe que ce soit efficace, il faut qu'ils se retrouvent sur la route. Ensuite, se retrouver sur la route, ça veut dire acquérir, et on revient à la question des compétences de base, mais pas des compétences professionnelles de base. Les soft skills, des compétences de sociabilité de base. Oui. Le fait tout simplement de se lever à l'heure, c'est un enjeu, hein. Il y a une obligation d'interagir avec des personnes différentes, de prendre son téléphone, voilà, et ça donc moi je suis très pour ce système. Vous en pensez quoi, André Coupet? Moi, je pense que tout le défi de ce programme, qui est absolument bien défini, designé, je dirais vraiment, la démarche est magnifique. Mais tout repose sur le coach. Voilà, la personne de Pôle emploi ou de la mission locale et des associations qui sont autour. La mission locale, est-ce qu'il va vraiment agir comme un bon maître? Alors, au sens maître, ouais. Qui va lui dire, écoute, va te raser aujourd'hui, tu ne peux pas te présenter. Et qui est l'autorité pour le faire, d'ailleurs, voilà. Qui a la légitimité. Un défi formidable de formation auprès de ces coachs. Jean-Michel, je vous renvoie toujours dans le même espace, parce que vous rencontrez alors, à travers vos déjeuners, à travers vos activités, mais il y a un enjeu quand même pour les entreprises, parce que la réussite, c'est le coach, celui qui va maintenir 15-20 heures par semaine un jeune qui depuis des années ne va plus en classe. Puis il va falloir aussi que les entreprises enclenchent l'idée qu'elles doivent accepter des profils différents. Parce que c'est pas facile pour une entreprise, ça, d'accepter des jeunes qui viennent des quartiers, des jeunes qui ont parfois le langage qui va pas bien, mais qui peuvent avoir le potentiel. Vous voyez très bien ma question. Tout à fait. C'est difficile, ça. L'entreprise est aujourd'hui dans une situation assez caricaturale. On lui fait jouer un rôle qui n'est pas le sien. L'entreprise est le seul corps social constitué qui reste debout aujourd'hui. L'entreprise remplit le rôle de l'éducation, de la famille, de l'église, de l'armée, d'absolument tout. Et donc moi je connais des... Et pourquoi pas des DRH. Non, je ne suis pas contre, mais... Parce qu'André Coupet, je sais que c'est un sujet chez lui, ça. Il fut un temps pas si lointain où un jeune, je prends le cas d'un jeune puisqu'on en parle, suivait une formation, arrivait avec un bagage minimum, à la fois de civilité et de compétences, on l'embauchait, même pour des métiers totalement opérationnel, totalement de base. Et puis après, il y avait de la formation interne. Enfin, il était dans le tuyau. Il apprenait sur le tas, comme on dit. Mais aujourd'hui, on apprend, comme vous l'avez très justement dit, on apprend simplement déjà aux jeunes à vivre, à être, à se présenter. Il y a un petit problème quand même. C'est quand même utile de s'y intéresser à ce sujet quand même, malgré tout. Alors, ceux qui ont fait un travail extraordinaire depuis de nombreuses années avant l'entreprise, ce sont par exemple les armées, qui embauchaient des milliers de jeunes chaque année, avec juste pour objectif, en 3 ans, Dixit des DRH de l'armée, au bout de 3 ans, de leur apprendre à dire bonjour, merci, d'être bien habillé, d'être à l'heure, d'avoir juste un peu de sociabilisation que ne donnent plus les autres corps constitués, puisqu'ils n'existent pas. André Coupet, c'est un marchand. Répondez, oui. Je fais un peu Jean-Pierre Elkabbach. Mais d'accord ou pas d'accord? L'entreprise, elle peut aller jusque-là aussi, elle a aussi cette mission. Elle peut absolument, c'est à elle de faire ses choix. Moi, je ne dis pas que l'entreprise doit tout faire, mais l'entreprise doit avoir une orientation, une raison d'être en faveur de la société, de la communauté dans laquelle elle vit. Qu'elle choisisse ses combats dans la communauté. Elle ne peut pas s'occuper de tous les problèmes de la communauté. Mais ça peut faire partie, celui-là, de s'occuper des jeunes qui sont délinquants ou qui sont... Il y en a qui le font. Keep Stadium, par exemple, qui était une filiale de Decathlon, s'est installé dans des quartiers défavorisés et a fait du boulot incroyable avec tous ces jeunes qui venaient de père en fils, je disais, qui étaient chômeurs. Mais André, je m'autorise, économiste contre politique, là on est sur un débat de
entreprise et politique ou service public. Oui. Certains disent, attendez, c'est au service public, c'est à nos impôts de prendre en charge ces jeunes. Pourquoi ça serait à l'entreprise d'apprendre à un gamin à se lever le matin et de faire son lit? Enfin, ce sujet, il est posé quand même. Oui, mais en France, je trouve que les entreprises en France ont tendance à considérer qu'il faut qu'elles achètent des employés formés un peu sur étagère, et puis ils peuvent servir tout de suite. Moi, j'adore citer cet exemple de Goldman Sachs, qui a recruté un philosophe qui avait travaillé sur Kant pendant 5 ans, qui ne savait rien de la finance, mais qui a expliqué au cours de 17 entretiens successifs comment sa méthodologie pour travailler sur Kant. À la fin, Goldman Sachs lui a dit, eh bien écoutez, votre méthodologie nous intéresse, pour la finance, on verra, la formation sera toute simple. Eh bien, nous, en France, on n'est pas, les entreprises ne sont pas dans cet état d'esprit-là. Et sans vouloir du tout attaquer mon voisin, je me demande si ce lieu d'innovation que devrait être la direction des ressources humaines joue toujours suffisamment ce rôle. C'est-à-dire la capacité d'être ouvert. Une révolution dans l'embauche. Les fragilités, il faut regarder les clientèles fragiles à l'intérieur d'une entreprise. Même si on n'en a pas besoin dans l'entreprise, mais il faut peut-être qu'une personne apprenne l'anglais, parce que le jour où on n'a plus besoin de la caissière, on va devoir la remercier. Il faudra qu'elle se trouve un travail, peut-être qu'on va lui demander de savoir l'anglais. Et la langue lui sera utile pour le rebond. Voilà. Ça, c'est vrai. Donc la fragilité de la communauté, il faut la regarder, puis faire des choix dedans. Un mot chacun, même plusieurs, mais il nous reste peu de temps. C'est un micro-débat. Vous savez, les candidats ont été challengés par le MEDEF, par l'Institut de l'entreprise. Et à l'occasion de ce grand oral, où chaque candidat a joué le jeu, il a été évoqué l'idée qu'on puisse attribuer une allocation à ces étudiants, à ces jeunes. Alors déjà, la polémique est montée parce que certains ont dit, mais c'est la fin des jobs étudiants, puisque si ces étudiants ont une allocation pour étudier, ils ne vont pas avoir envie d'aller faire les petits jobs. Et donc, ces jobs d'étudiants rendent de fières chandelles à des entreprises. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bonne ou mauvaise? C'est toujours cette idée d'aider financièrement. Alors, il y a eu plein de mots. Chaque candidat a son... Moi, je dirige un magazine qui est tourné vers les jeunes. Donc, je suis un obsédé de l'éducation et de la formation. Il faut que les jeunes puissent être éduqués, apprendre à ce moment crucial qui est 17-22 ans, dans le calme. Par conséquent, tout moyen qui leur simplifiera la vie est bienvenu pour étudier. Donc ça veut dire l'allocation ou un revenu de soutien. Voilà, au-delà de la lutte contre les inégalités, qui est un autre sujet qui mériterait d'être abordé, moi je trouve que c'est vraiment un moment où il faut qu'ils soient au calme. Étudiants salariés, c'est compliqué. Le Danemark et la Norvège le font, et tout en ayant des règles de travail pour les étudiants. Moi, je pense que même si les étudiants avaient un bon chèque là, de 500-600 euros par mois, ça peine à peine le loyer d'ailleurs quand on voit les chambres de bonne à Paris. Non, il faut aller en chercher. Mais les étudiants vont continuer de travailler parce qu'ils veulent être autonomes. C'est un désir énorme. J'ai pas besoin. Mais l'un n'empêchant pas l'autre. Ce que j'entends bien, c'est que l'un n'empêchant pas l'autre. Et deux, l'étudiant veut continuer de travailler pour valoriser son expérience auprès du futur employé. C'est une ligne sur le CV en plus pour dire, regardez... Travailler chez Big Mac pour les McDo, c'est bon. Vous pensez que c'est bien sur le CV, ça? Ah oui, non, absolument. Je le dis sans aucune... Non, c'est bon. Sans arrière-pensée. C'est dur de travailler chez McDo. Oui, c'est dur. Oui, c'est vrai. Vous en pensez quoi? Parce qu'il y a des boîtes qui disent oui, tout ça c'est bien beau, cette aide aux étudiants, mais nous, on utilise un énorme volume de main-d'œuvre d'étudiants. C'est typiquement un texte dont la règle est très lapidaire et les exceptions innombrables. C'est-à-dire qu'en fait, le revenu maximum, je crois que c'est 500 euros par mois ou quelque chose comme ça. Il y a plein de déductions. C'est en fonction du niveau de vie de la famille, des revenus annexes, etc. C'est vrai. Un étudiant ne peut pas, du moins dans ce que j'ai lu, et je suis désolé si je fais une erreur, mais ne peut pas cumuler ce revenu avec un revenu de travail. 500 euros, devra choisir. Comme vous le dites très justement, quelqu'un qui veut travailler, même dans un McDo ou dans quelque autre restauration rapide, il gagnera plus. Il gagnera plus. Évidemment. Donc, ça concernera de toute façon... Donc c'est une fausse bonne idée. Assez réduit. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça ne va pas finalement concerner ceux qui ne travaillent pas parce que soit ils ne trouvent pas de travail, soit ils ne veulent pas travailler. Et qu'au lieu de remplacer une partie des revenus d'activité des étudiants qui se donnent à fond pour essayer de gagner un peu d'argent... Vont attendre. Ça ne va pas...
profiter à d'autres Ouais. qui ont décidé de ne pas travailler ou qui ne peuvent pas travailler. Générant une forme d'assistanat ou de... C'est la question toujours ce qu'on peut se poser. C'est toujours le risque. C'est évidemment ça. Merci à vous, messieurs, de nous avoir éclairés à travers vos analyses croisées. Merci à Jean-Michel Garrigue, directeur associé en charge des RH chez BLB. C'était un vrai plaisir. Merci à Stéphane Marchand. On va revoir la couverture de votre magazine, couverture rouge. C'est le rouge, c'est la guerre entre les économistes contre les politiques avec un S. Qui va gagner le match? D'ailleurs, vous résolvez le problème dans le magazine? C'est-à-dire, on se penche sur la question de savoir quelle est l'influence des économistes sur les programmes politiques des candidats. C'est ça. Et de savoir s'ils sont exploités par les candidats ou est-ce qu'ils convainquent les candidats. Il y a un vrai débat en ce moment sur le taux de TVA, de la TVA, sur la TVA. Enfin, je pense à Valérie Pécresse en particulier. Merci à André Coupé, consultant en stratégie d'entreprise et vice-président d'entreprise et progrès. C'était un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. On termine avec Fenêtre sur l'emploi. Justement, on va rester sur le thème de notre débat, sur la reconversion, sur l'idée de découvrir de nouveaux métiers. Comment faire? On en parle.